nous nous retrouvons dans cet auditorium ce soir consacré aux addictions liées aux troubles psychiques. Cette thématique nous a été fortement demandée par les familles dont l'UNAFAM s'occupe, comme vous le savez. Je voudrais... Et maintenant, la parole est au docteur Christine Palix. Je remercie l'UNAFAM de me donner l'occasion de traiter ce sujet. Donc ce soir, nous allons parler de cannabis et de schizophrénie. Dans un premier temps, je vous propose quelques diapos sur le cannabis. Ensuite, nous parlerons des effets psychiatriques du cannabis. Quelle prise en charge peut-on proposer aux sujets schizophrènes qui consomment du cannabis? Le somatique et le tétrahydrocannabinol et l'épidémiologie de la consommation de cannabis. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire en 2011 sur le cannabis? Quelques données. Donc le cannabis est une plante herbacée de la famille des cannabinacées. Dans cette famille, il y a également le houblon. C'est une plante dioïque, hein, c'est-à-dire que le pied femelle est distinct du pied mâle. C'est une plante qui se dessèche et pour se protéger de cette dessiccation, elle produit une résine. C'est la résine qu'on consomme. Elle est abondante sur les grappes de fleurs femelles. Et enfin, le cannabis est une plante qui peut atteindre jusqu'à 4-5 mètres. Alors, il existe différentes formes d'usage. Tout d'abord, l'herbe. C'est un mélange de fleurs qui produisent des fruits, des sommités fructifères desséchées et des graines. L'herbe est la préparation la moins riche en principes actifs. Donc ça peut donner des joints, des pétards, associés à du tabac roulé dans une cigarette, ou alors ça peut être fumé dans une pipe spéciale. Donc ça s'appelle chilom, shotgun ou hash-canon. Le hashish peut également être consommé sous forme de résine, séchée et compressée, qui sont commercialisées sous forme de barrettes au détail. Ça a la taille d'une petite plaque de chewing-gum et c'est protégé du dessèchement par du papier aluminium. On peut dire qu'environ 1 gramme de hashish oriental va donner 10 joints. Autre forme d'usage, l'huile de cannabis, c'est une essence végétale qui se présente sous forme d'un liquide visqueux et noir qui résulte de l'extraction par un solvant organique de la résine. L'huile de cannabis, par contre, a une titration très riche, entre 25 à 60% de principes actifs. Cette préparation peut être bue en association avec de l'eau ou de l'alcool. C'est le bang qui est consommé aux Indes ou aux Antilles. En Inde ou aux Antilles. Alors, quelle est la biologie et le mode d'action du cannabis? Donc, le principe actif est le THC, delta 9 tétrahydrocannabinol. C'est un produit qui a une très forte lipophilie. Il est très attiré par tout ce qui est lipide, tout ce qui est gras. Donc le THC a un passage très rapide par les alvéoles pulmonaires. Hein. Lorsqu'il est fumé, il passe ensuite dans le sang circulant. Et il se concentre dans les tissus très riches en lipides. Les tissus très riches en lipides, c'est par exemple le cerveau. Il va aussi se concentrer dans les tissus gras. Il va donc avoir un important volume de distribution dans l'organisme. Il va pouvoir rester longtemps dans les tissus, 1 à 2 jours. C'est un élément important, 1 à 2 jours, parce qu'il va pouvoir être dosé pendant longtemps. Lorsqu'on le consomme de façon chronique, il entraîne la survenue de pics sériques beaucoup plus élevés que chez le débutant. C'est-à-dire que quelqu'un qui en consomme pour la première fois va avoir plus de mal à obtenir un pic élevé. Alors que quelqu'un qui le consomme de façon chronique, puisqu'il est présent pendant longtemps dans le sang, il va pouvoir rester plus longtemps. La cinétique par inhalation est la même que lorsqu'on l'injecte par intraveineux. Ça a exactement la même distribution. La demi-vie est longue, elle est de 8 jours. Cette demi-vie longue de 8 jours va permettre d'atténuer tout ce qui est syndrome de sevrage. L'élimination se fait par les selles et un petit peu par les urines. Donc
le principe actif va être présent dans les urines longtemps après une consommation unique, ce qui va poser problème lorsqu'on veut faire des dosages. Par exemple, en médecine légale, on a du mal à repérer un consommateur, on ne sait pas s'il vient juste d'en consommer ou s'il en a consommé beaucoup plus longtemps, il y a beaucoup plus longtemps. Ces données sont les données de l'expertise cannabis INSERM 2001. Alors, on sait qu'il existe des récepteurs spécifiques au cannabis. On le sait depuis assez récemment, hein, depuis une expertise cannabique aussi, mais qui date de 2004. Ces récepteurs cannabinoïdes sont des récepteurs CB1 et CB2. Alors, ces récepteurs se trouvent au niveau du système nerveux central, mais aussi au niveau du système nerveux périphérique, et sont responsables des effets psychotropes que nous allons développer. Les récepteurs CB2, je vous le cite mais on n'en reparlera pas, sont présents dans les cellules du système immunitaire et sont responsables des effets immunomodulateurs. Alors, les récepteurs CB1, c'est ceux qui nous intéressent. Ils sont très abondants au niveau du système nerveux central. Ils sont présents sur tous les types de neurones. Et ils viennent interagir avec le système dopaminergique. Le système dopaminergique, on va en parler dans la schizophrénie. C'est là qu'il a son importance. Par contre, ces récepteurs CB1 sont absents au niveau du tronc cérébral. Ça a son importance parce qu'il n'y a pas d'overdose avec le cannabis. Le tronc cérébral, c'est ce qui est responsable de l'action du cœur, de l'action de la respiration. Voilà, donc comme les récepteurs ne sont pas présents au niveau du tronc cérébral, il n'y aura pas d'arrêt cardio-respiratoire. Alors, comment ça fonctionne? Le tétrahydrocannabinol, enfin le cannabis, le principe actif du cannabis, le THC, va agir sur les récepteurs CB1 qui vont produire à leur tour le cannabinoïde endogène, par exemple la menthadine. Mais aussi vont avoir une action sur la dopamine, qu'ils vont arriver à augmenter de façon très très importante, puisque cette dopamine est multipliée par 30. On a exactement la même chose avec l'alcool. Et avec l'héroïne, ils vont multiplier cette action par 60. Ces données sont issues encore d'une expertise cannabis INSERM qui date de 2004. Alors, comment va se faire cette action dopaminergique du cannabis? Alors, le cannabis va augmenter la libération de dopamine dans les structures cérébrales. Alors, ces structures cérébrales, elles sont mésocorticolimbiques, mais elles sont surtout impliquées dans la schizophrénie. Leur localisation importe peu. Et le cannabis va aussi avoir une action dopaminergique sur le nucléus accumbens, qui lui est impliqué dans le renforcement positif à l'appétence aux substances psychoactives, ce qui est vrai aussi sur l'alcool. C'est ce qu'on appelle le circuit du plaisir. C'est le circuit de la récompense immédiate. Pour anecdote, ce circuit du plaisir est actionné toutes les 3 minutes chez l'homme et tous les 3 jours chez la femme. Mais ça, c'est à titre anecdotique. La vulnérabilité du schizophrène au cannabis. À quoi est due cette vulnérabilité? Elle est tout d'abord due à l'hyperactivité dopaminergique, on l'a vu au niveau du nucléus accumbens, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que le patient atteint de schizophrénie va avoir une prédisposition au comportement addictif. Il y a une augmentation de la densité des récepteurs CB1 dans le cortex préfrontal des schizophrènes. Ça a été prouvé par une expertise INSERM. On est arrivé à doser les récepteurs CB1. De plus, il y a une altération du contrôle inhibiteur cortico-préfrontal. Donc, en plus de l'augmentation de la présence des récepteurs, il y a également une altération du contrôle inhibiteur, c'est-à-dire tout ce qui pourrait freiner, qui se trouve au niveau du cortex préfrontal. Par ailleurs, et de façon tout à fait indépendante, il y a la survenue plus rapide de dépendance et à des doses moindres de cannabis. Donc vous voyez que ces effets vont concourir
à ce que la personne schizophrène soit vulnérable par rapport au cannabis. On peut donc également dire que les récepteurs CB1 vont avoir un effet inhibiteur sur les performances psychomotrices et sur la coordination motrice en plus. Ils ont également, ces récepteurs CB1, des propriétés analgésiques, des propriétés sur la douleur. Ils vont également être responsables de perturbations sensorielles. On peut parler d'une véritable vulnérabilité du schizophrène au cannabis et émettre une théorie neurodéveloppementale que nous développerons par la suite. Ces personnes seraient véritablement vulnérables au sens génétique à la schizophrénie. Et la prise de cannabis qui intervient à l'adolescence, comme nous allons le voir, arrive au moment de la maturation cérébrale. Et il peut y avoir véritablement, comme nous allons le voir dans l'étiologie, une implication possible du cannabis sur l'évolution vers la schizophrénie, ce qui en fait toute la gravité. Alors, quels sont les effets psychiatriques du cannabis? Tout d'abord, un mot sur l'usage ou sur la dépendance. Alors, l'addiction est une conduite qui repose sur une envie constante et irrépressible. Ça, c'est la définition de l'addiction. Alors, on peut parler d'usage simple et d'usage nocif ou d'abus. Alors, l'usage simple, c'est une consommation occasionnelle dans des occasions festives, sans attrait véritable pour le produit. Donc là, ce n'est pas vraiment un usage nocif. Mais enfin, on peut basculer rapidement. L'usage nocif avec notion d'abus. Alors, l'usage nocif, c'est les classifications françaises. La notion d'abus, c'est plutôt les classifications américaines. Voilà. Mais ça veut dire un petit peu la même chose. Alors, c'est une consommation malgré l'existence de répercussions sociales et somatiques. C'est la personne qui ne peut pas s'en empêcher. Mais il n'y a pas encore de dépendance. Mais par contre, il y a une véritable relation pathologique par rapport au produit, par rapport au cannabis. La consommation, dans ce cas-là, est largement sous-estimée, banalisée. Le sujet n'a pas trop envie d'en parler. Lui va plutôt parler d'usage simple, alors qu'on est déjà dans l'usage nocif. Lui va dire, mais non, c'est juste une consommation au moment des fêtes. Voilà, c'est par rapport à ça qu'il faut faire attention. Alors, la dépendance est une notion qui est très discutée en France, alors qu'elle est admise par les autres classifications internationales. Donc, bon. Ce qu'on appelle dépendance, c'est le fait qu'il existe un syndrome de sevrage, le fait qu'il y ait une utilisation compulsive, et cette dépendance peut être évaluée par les efforts que le sujet fait pour se procurer du produit et par la difficulté pour parvenir à une abstinence, par le fait aussi qu'il faut de plus en plus de produits pour arriver au même effet. Ça concerne 10% des consommateurs de cannabis. 15,3% des expérimentateurs de cannabis ont entre 15 et 24 ans. Donc vraiment, on sait entre 15 et 25 ans, c'est là que se fait la maturation cérébrale et c'est là aussi qu'on a le passage vers la schizophrénie. Donc vraiment, c'est vraiment un âge charnière pour le sujet dont on parle. Alors, quels sont les effets psychiatriques des prises aiguës de cannabis? Alors tout d'abord, l'ivresse cannabique, c'est ce que recherche le sujet. L'ivresse cannabique se produit dans les heures qui suivent. Ce sont des manifestations psychoactives ou sensorielles dans les 3 à 8 heures. C'est le bien-être, c'est l'euphorie, la sensation de flotter, une sensation aussi d'hyperesthésie sensorielle. C'est là qu'on va voir des couleurs, c'est là qu'on va avoir des sensations. C'est recherché également pour tout ce qui est artistique.
Il y a également des variations thymiques. On va passer du rire aux larmes. Pendant cette période-là, il va y avoir également des troubles cognitifs qui vont se produire jusqu'à 24 heures après la prise. C'est-à-dire l'altération du jugement. La personne n'est pas capable de critiquer ce qu'il est en train de voir, ce qui en fait toute la dangerosité. Un sentiment de lassitude, le bien-être évolue vers la lassitude. Un sentiment de torpeur, une sensation de ralentissement du temps, une sensation de flottement. Voilà, cette sensation est décrite sous le terme d'ivresse cannabique. Il y a également pendant cette période des manifestations motrices qui ressemblent un petit peu à l'ivresse, puisqu'il y a un élargissement du polygone de sustentation. Le sujet titube un petit peu. Voilà. Un autre effet psychiatrique, celui-là il n'est pas vraiment top, ce sont les troubles anxieux. C'est quand même fréquent, ça concerne 20% des sujets qui prennent du cannabis. C'est l'attaque de panique, c'est ce qu'on appelle le bad trip. 20% donc des consommateurs de cannabis. Alors là, cette fois-ci, c'est lié au contexte pendant lequel le cannabis est pris et quel est l'état émotionnel au moment où le sujet va prendre du cannabis. Il peut faire une attaque de panique si au moment de prendre du cannabis, il était un petit peu anxieux, il n'était pas bien, il venait d'avoir une mauvaise nouvelle, il peut y avoir un effet bad trip. Il y a également le syndrome de dépersonnalisation, où le sujet ne se reconnaît pas, ne comprend pas ce qui se passe. C'est un trouble anxieux généralisé, TAG, de début brutal, qui lui peut durer plus longtemps, hein, il peut durer pendant des mois, et la rechute est la règle, elle est systématique chaque fois qu'il prendra du cannabis. Il faut le lui dire. Enfin, un dernier point, sachez que par rapport à l'anxiété, le niveau général d'anxiété augmente au fur et à mesure qu'on prend du cannabis. Donc là, je voudrais vous dire qu'il y a une idée fausse. Le cannabis n'est pas anxiolytique, contrairement à ce qu'on pense. Il ne fait pas du tout disparaître l'anxiété, au contraire, il la provoque. Autre effet du cannabis en prise aiguë, ce sont les troubles cognitifs. Donc le cannabis est responsable d'altération de la mémoire immédiate, de la mémoire de travail, de tout ce qui est capacité attentionnelle. Il y a de véritables trous. Hein, lorsqu'on fait des expériences sur des appelés, on leur fait prendre du cannabis et on regarde ce que ça donne. Il y a des trous attentionnels. Pendant un moment, toc, ils sont complètement déconnectés. Et il y a également une atteinte des performances psychomotrices. Donc vous voyez tout l'impact que ça peut avoir sur les jeunes qui prennent du cannabis avant d'aller à la fac, avant d'aller au collège ou au lycée. On décrit également une augmentation des délais de réaction, ce qui peut poser problème dans la conduite. Une difficulté également à la réalisation de tâches complexes, avec la mise en place de stratégies automatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tâches complexes, mais des stratégies automatiques. Alors bon, ça peut être augmentation du délai de réaction, du temps de freinage lorsque j'ai un obstacle, puisque le sujet qui a pris du cannabis va moins bien réagir face à une tâche complexe, c'est-à-dire quelque chose qui vient interférer dans son champ visuel. Et là, il va mettre en place une stratégie automatique. Ça peut être dévier le volant, mais ce n'est pas certain, ça peut être tout à fait autre chose. Voilà. Autre effet psychiatrique de la prise aiguë de cannabis, ce sont les troubles psychotiques. Hein, on parle d'effets parano, la pharmacopsychose cannabique. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui est très très discuté. Alors ça survient lorsqu'il y a une prise forte de cannabis. Ça se traduit par, c'est comme une bouffée délirante aiguë. Il y a de très nombreuses hallucinations visuelles
Et le sujet adhère complètement à ces hallucinations visuelles. C'est-à-dire que s'il voit quelque chose d'horrible, il peut sauter par la fenêtre pour y échapper. Il est vraiment très très anxieux par rapport à ces hallucinations visuelles. Ça, ça peut bien sûr s'accompagner d'une importante agressivité, puisque ce sont des hallucinations visuelles en général horribles. Dans ces cas-là, il est très important d'hospitaliser et de mettre en place un traitement antipsychotique. Sachez également que lorsqu'on a eu une pharmacopsychose cannabique, il y a un risque majeur de rechute à chaque fois qu'il y aura une prise de cannabis. Donc dans les classifications internationales, c'est repéré sous le nom d'épisode psychotique induit de durée brève inférieure à 2 mois. Alors on le classe là-dedans lorsqu'il n'y a pas d'évolution vers la schizophrénie. C'est un tableau qui est extrêmement rare. Il faut plutôt penser à une entrée dans la schizophrénie. Ça, c'est le tableau qu'on voit le plus fréquemment. Quels sont les effets psychiatriques de la prise, cette fois-ci chronique, de cannabis? Alors, le syndrome de sevrage, encore une fois, c'est un syndrome qui est très discuté. Il y a beaucoup de personnes qui nient ce syndrome. Alors, il se produit, on est arrivé à le créer de façon artificielle chez l'animal, à qui on a fait prendre, excusez-moi, à qui on a fait prendre du cannabis, et donc on a pu voir ses effets lorsqu'on lui donnait un produit qui arrêtait le cannabis. Donc on est arrivé à le décrire de façon pharmacologique chez l'animal. Oui, c'est chez le rat, tout à fait. Alors, ce syndrome de sevrage chez l'homme se produit après 24 heures d'abstinence et il est maximum entre 2 à 7 jours. Donc c'est là, vers le 3e jour, qu'on va avoir le maximum d'effets d'agressivité. Ensuite, il diminue pour disparaître au bout de 7 jours. Alors, ce syndrome de sevrage, c'est une agitation, mais enfin, ça peut aller de la mauvaise humeur jusqu'à l'irritabilité, jusqu'à l'agitation, c'est pas systématique. Une perte d'appétit, une nausée, des troubles du sommeil, une irritabilité. Il peut y avoir de la fièvre au niveau somatique et de l'agressivité. Ça se produit surtout chez les consommateurs quotidiens et ça se traduit chez 16% des consommateurs. Alors le syndrome de sevrage est quelque chose d'important parce qu'il est fortement impliqué dans les rechutes. C'est parce que les sujets craignent ce syndrome de sevrage qu'ils vont continuer, qu'ils vont reprendre du cannabis. Donc il faut vraiment savoir en parler avec les patients pour que ça n'arrive pas. Les troubles cognitifs, lorsqu'on prend du cannabis au long cours, donc l'altération de la mémoire à court terme, l'altération de la mémoire de travail et des capacités attentionnelles. Également une baisse des performances en termes de réactivité, de fonctions exécutives et cognitives complexes. Alors ce trouble cognitif va encore être renforcé par le syndrome amotivationnel qui va être difficile pour nous. On va avoir du mal à savoir ce qui est le syndrome amotivationnel dû à la prise chronique de cannabis ou ce qui est des symptômes négatifs de la schizophrénie. En fait, en pratique, ces symptômes viennent interagir les uns avec les autres. Alors, ce syndrome amotivationnel, ça va donner un déficit de l'activité, une indifférence affective, une anesthésie physique et intellectuelle. Ça va venir renforcer les troubles cognitifs et bien sûr, ça aura des conséquences socio-professionnelles majeures, puisque vous pensez bien que face à quelqu'un de démotivé, voilà. Et en fait, on peut le décrire parce qu'il y a une régression complète des troubles du syndrome amotivationnel après quelques semaines d'abstinence. Donc ça vaut vraiment le coup d'orienter le patient vers une abstinence. Donc je vous propose plusieurs études du docteur Lacaille, 2004-2006. Le docteur Lacaille, c'est un médecin qui exerce à Sainte-Anne. Je l'ai rencontré d'ailleurs tout à fait récemment. Il a beaucoup travaillé sur l'interface schizophrénie et cannabis
dans un service qu'il dirige, qui est un XAPA. Alors, il y a eu une étude donc du pronostic de la schizophrénie et du cannabis. Cette étude a été faite par Lukasevic en 2006. Il a fait une méta-analyse de toutes les publications qui étaient sorties sur ce sujet, et il y a véritablement une aggravation pronostique de chaque comorbidité pris isolément. C'est-à-dire qu'un patient schizophrène qui prend du cannabis est un patient qui a un plus mauvais pronostic qu'un schizophrène qui ne prend pas de cannabis. De même, un sujet qui prend du cannabis a une aggravation pronostique par rapport à un schizophrène. Il y a un renforcement de la symptomatologie positive dans la schizophrénie. Donc la symptomatologie positive, c'est tout ce qui est délire, hallucination, mais aussi irritabilité, hostilité. Il y a une aggravation de la schizophrénie qui est proportionnelle à la fréquence de consommation en ce qui concerne l'hospitalisation et le recours aux soins, la fréquence et la précocité des rechutes, le défaut d'observance, le risque suicidaire et la désinsertion sociale. Donc vraiment, ça vaut le coup de se motiver pour prendre en charge ces patients. Donc justement, comment est-ce qu'on va prendre en charge ces patients schizophrènes consommateurs de cannabis? Alors la difficulté que nous allons rencontrer en tant que psychiatre face à un patient schizophrène qui prend du cannabis, en général au long cours et à de fortes doses, ça va être une absence de motivation par rapport à l'abstinence. Autre frein, c'est la méconnaissance ou bien la banalisation des consommations de cannabis et surtout de ses conséquences par rapport à la maladie schizophrénique. Donc quel système de soins nous allons pouvoir leur proposer, nous professionnels, pour les prendre en charge? Je pense qu'on peut réfléchir ce soir, si vous le voulez bien, à un concept de prise en charge intégré au long cours, puisqu'il va falloir prendre en compte simultanément et à égalité les deux troubles. Alors soit au sein d'une même unité thérapeutique, donc quelle va être cette unité thérapeutique? C'est pour ça que je pense que c'est très important que nous soyons aujourd'hui ici avec des professionnels qui viennent du médico-social, qui viennent de l'hôpital de Perpignan, qui viennent de l'hôpital de Thuir, parce qu'il va falloir faire un réseau pour proposer une prise en charge spécialisée à ces patients-là. L'idéal serait une même unité thérapeutique avec peut-être un spécialiste de ces deux pathologies, un médecin peut-être unique, quelqu'un qui soit disponible, qui soit repéré sur le département comme étant le spécialiste de ces deux pathologies. Voir si on peut développer des unités de soins centrées sur les spécificités qui sont générées par ces deux troubles. Donc je l'ai mis sous forme de question, puisque aujourd'hui ça n'existe pas, mais je pense que ça serait très très intéressant de le développer. Alors, les principes de base de la prise en charge de ces patients-là, c'est bien sûr un projet au long cours. On n'est pas dans l'immédiateté. Il va falloir s'inscrire dans un projet thérapeutique au long cours, un projet thérapeutique qui sera bien sûr progressif, qui inclura les deux pathologies, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire à un schizophrène « vous avez pris du cannabis, c'est plus mon problème, allez voir ailleurs ». L'alliance thérapeutique devra bien sûr être forte, puisque ça va être un travail plus difficile que si c'était une personne schizophrène qui ne prenait pas de toxiques. Bien sûr, il va falloir être très attentif à la prévention de l'anxiété, puisque l'anxiété va être responsable de rechute. Et il va falloir adapter le projet, je veux dire par là modifier le projet thérapeutique à chaque stade de changement du patient, comme nous allons le voir. Il va falloir faire un renforcement positif à chaque étape de la prise en charge. C'est-à-dire que même s'il y a rechute, il va falloir rappeler au patient « oui, d'accord, tu rechutes aujourd'hui, mais avant, tu y étais arrivé. Oui, mais il y a quand même eu une baisse de la quantité de toxiques que tu prends.
Donc il va falloir aller chercher quel renforcement positif on peut faire. Quelles sont les stratégies de sevrage et de post-sevrage que nous allons pouvoir développer? Tout d'abord les limites, il faut être tout à fait conscient des limites que nous allons avoir pour ne pas nous fixer des objectifs trop élevés qui vont faire qu'on va se démotiver et surtout on va démotiver le patient. Alors il y a bien sûr une plus faible capacité de motivation au sevrage et une moindre capacité à modifier les habitudes de consommation. Donc ça va être des freins, il faut les connaître et il faut en parler. Donc il va falloir travailler tout ce qui est maturation motivationnelle de la personne. Ça va être un aspect psycho-éducatif. Il va falloir venir prévenir les rechutes, faire une gestion des situations à risque, un apprentissage du refus des incitations à la consommation. Donc il va falloir être très modeste dans les objectifs qu'on se fixe pour être sûr de rester dans la réalité. Alors, ce que je peux vous proposer aujourd'hui en termes de stratégie motivationnelle, mais bien sûr tout se discute. Tout d'abord, on va parler d'un temps zéro. Pendant ce temps zéro, il va falloir informer, essayer de susciter le doute chez le patient. Vous voyez, c'est très modeste comme objectif. Information et susciter le doute pour essayer de lutter contre cette absence d'implication. Ensuite, on va arriver à ce qu'on pourrait peut-être appeler un premier stade, qui est le stade de réflexion. Dans ce stade de réflexion, on va stimuler le sujet, essayer d'analyser avec lui le problème. Dans un deuxième temps, il va y avoir un stade de décision du changement. Donc nous, en tant que professionnels, en tant qu'accompagnants du sujet, on va essayer de fixer des objectifs ensemble. Donc quand on fixe des objectifs ensemble, il faut fixer l'objectif le plus bas possible. C'est à nous de dire, attends, ça c'est trop élevé, on va essayer de fixer un objectif en dessous. Donc, comme ça, le sujet va dire, non, je peux y arriver, faire plus. Voilà. Troisième étape, là c'est l'action. Là, on va initier le changement. Donc nous, en tant qu'accompagnants, il va falloir le soutenir. À ce moment-là, au stade d'action, on soutient. Voilà. Quatrième étape, c'est le maintien du changement. Alors, pendant cette étape-là, il va falloir anticiper les problèmes. Parce que on les connaît, on est sûr qu'il va y en avoir. Donc, il faut essayer d'anticiper les problèmes. Cinquième étape, là, c'est l'intégration. Donc, soit on va vers une nouvelle étape et on reprend réflexion, stimulation, analyse du problème, décision de changement, action, etc. Ou alors, il y a une rechute. Voilà, on est devant une rechute. Bon, voilà, on fait le constat, on essaye d'analyser les causes, on rappelle les succès, on n'est pas que dans le négatif, on analyse les causes de rechute, on rappelle les succès et on renforce les succès. C'est à ce stade-là qu'il faut faire un renforcement positif. Et on repart à l'étape 1, réflexion, stimulation, action, etc. Voilà, c'est une marche à petits pas. C'est l'apprentissage de la modestie. Ensuite, il va falloir aussi se fixer dans les objectifs. On est quand même face à des patients qui sont très difficiles. Essayer de réduire tout ce qui est ambivalence par rapport au sevrage. Bien sûr, il faut respecter l'autonomie individuelle du patient. Il ne s'agit pas de le convaincre, ça ne marche pas. Il s'agit de respecter l'autonomie individuelle par le partenariat, par la collaboration empathique. Je vous dirais qu'il faudrait peut-être être avec ces patients-là, peut-être être un peu plus empathique qu'on ne l'est dans la relation médecin-malade. Voilà. Avoir un peu plus d'empathie. Être un peu plus patient peut-être qu'on ne l'est d'habitude. Voilà. Donc les principes, c'est de laisser le patient s'exprimer par des questions ouvertes, toujours renforcer les efforts et les progrès, et ne pas oublier de faire ponctuellement des résumés sur le renforcement.
Alors, on peut parler aussi de thérapie cognitivo-comportementale. Voilà. Ce sont des thérapies qui sont très intéressantes dans ce type de pathologie, puisqu'elles vont venir favoriser le développement d'autres comportements plus sains, entre guillemets. Voilà. Donc, elles vont renforcer le patient lorsqu'il fera quelque chose de plus sain, entre guillemets. De la même façon, renforcer de façon négative les comportements de consommation. Les principes, bien sûr, c'est l'esprit toujours de confiance et de collaboration. Là aussi, essayer de repérer quelles sont les croyances erronées sur les drogues. Comme je vous disais tout à l'heure, le cannabis n'a pas un effet anxiolytique. Faire un apprentissage des compétences axé sur le contrôle de la consommation. Voilà. C'est très très important de voir avec le patient comment est-ce qu'il peut contrôler sa consommation. Bien sûr, ne pas oublier l'importance majeure du traitement antipsychotique dans la schizophrénie. Bon, il faut quand même qu'il continue à traiter sa schizophrénie. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Une attention particulière sera portée à l'observance, parce qu'il y a un autre frein, les consommateurs de cannabis ou d'autres drogues redoutent les interactions qu'il peut y avoir avec les médicaments, puisque les médicaments vont faire que le cannabis ne va pas très bien marcher en termes de bien-être, d'ivresse cannabique qu'ils recherchent. Bon, mais ça, on le sait, il faut en parler avec eux. Voilà. Donc, il faut travailler avec eux le quotidien, tout ce qui est prise du traitement, penser à revoir les doses après chaque sevrage, revoir les doses de médicaments après les sevrages, puisqu'on sait que le tabac et le cannabis viennent abaisser les concentrations des antipsychotiques. Donc, il faudra leur donner de plus fortes doses de traitement. Ou l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du cannabis sur le corps? Soma et tétrahydrocannabinol. Alors, les effets somatiques du cannabis existent. On peut parler, par exemple, de la mydriase. C'est la pupille qui est très dilatée. Alors, cette mydriase, elle est inconstante, elle n'est pas toujours présente. C'est tout simplement une altération du réflexe photomoteur, c'est-à-dire que lorsqu'on a une forte lumière en face des yeux, la pupille se rétrécit. Et lorsque c'est quelqu'un, elle devient punctiforme, elle devient comme une tête d'épingle d'aiguille. Et quelqu'un qui prend du cannabis n'a pas ce rétrécissement de la pupille. Donc il y a ce qu'on appelle une mydriase. Il y a d'autres choses qui produisent cette mydriase. Ce n'est pas du tout vrai que pour le cannabis. Il y a également des troubles cardiovasculaires que nous allons voir. C'est par exemple une augmentation de la fréquence cardiaque, c'est le cœur qui s'accélère, une augmentation du débit cardiaque, c'est-à-dire que le volume de sang circulant à l'intérieur du myocarde, à l'intérieur du cœur, est plus important. Et cette augmentation de la fréquence du cœur, cette accélération du cœur et le débit cardiaque, ça a été mesuré, est proportionnel à la prise de cannabis, puisque c'est proportionnel à la prise, à la concentration de tétrahydrocannabinol dans le sang. C'est par contre l'inverse dans le cas d'une consommation chronique. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il y a plutôt un ralentissement de la fréquence cardiaque. Il y a donc véritablement un risque coronarien qui n'est pas très connu lorsqu'il y a une prise aiguë de cannabis. Il y a également une hypotension orthostatique. L'hypotension orthostatique, c'est la tension qui baisse de 2 points lorsqu'on la prend assis et debout. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une tension à 15, lorsqu'il va se lever, cette tension va baisser à au moins 13. Donc ça, c'est responsable, bien sûr, de chute, de tête qui tourne, etc. Il y a également un élément plus grave, qui est l'artériopathie oblitérante
cannabique, c'est-à-dire c'est l'oblitération par un caillot des artères périphériques. Donc c'est quand même quelque chose d'important, puisque c'est responsable d'amputation, puisque un membre qui n'est plus irrigué par une artère, il va y avoir une nécrose, le membre va être noir et ça va être responsable d'une amputation. Il existe également des troubles respiratoires qui sont plus connus. C'est la bronchite chronique. Alors la bronchite chronique, ce sont les sujets qui toussent et qui crachent au moins tous les matins pendant une année. Cette association, cette bronchite chronique se produit d'autant plus rapidement qu'il existe une association avec le tabac, puisque le tabac à lui seul est responsable de bronchite chronique. Autre élément pas trop grave, c'est la sécheresse buccale, hein, c'est la sensation de bouche sèche. Il y a également un ralentissement du transit intestinal qui est responsable de constipation, une rétention vésicale, c'est-à-dire que la vessie augmente de volume, mais ne se vide plus. La rétention vésicale, c'est quelque chose qui est très douloureux. Et il y a également, comme avec tous les autres produits, des réactions allergiques. Autre effet somatique du cannabis, alors ce que je vous ai parlé précédemment, c'était des données INSERM 2006, mais on suspecte également des effets somatiques qui, cette fois-ci, n'ont pas été prouvés suffisamment en termes d'études cliniques. Alors, il y a des implications possibles, mais elles ne sont pas prouvées médicalement véritablement. Des implications notamment dans l'infarctus du myocarde. Le risque d'infarctus du myocarde serait multiplié par 5 dans l'heure qui suit une prise de cannabis aiguë chez des sujets prédisposés à présenter un infarctus du myocarde. Ce sont par exemple des sujets qui présentent des crises d'angor ou des sujets qui présentent un rétrécissement au niveau des artères du cœur. Voilà. Il y a également un risque important d'AVC, d'accident vasculaire cérébral. Les AVC sont responsables de paralysie, par exemple, d'un côté. Des effets également endocriniens, avec une altération au niveau testiculaire qui sera responsable d'une hypofertilité, et ovulatoire également responsable d'une hypofertilité. De la même façon, une augmentation de la sensibilité aux infections. Vous vous rappelez, on a parlé des récepteurs CB2 qui étaient présents au niveau des globules blancs. Voilà, pour terminer, dernier chapitre, pour vous dire un mot de l'épidémiologie de la consommation de cannabis. Donc ce sont les données que je vous donne. Je les ai essentiellement tirées d'une expertise cannabique INSERM 2007. Mais j'aime bien les données INSERM parce qu'elles ne sont pas trop discutables. Alors, ce qu'on peut dire tout d'abord en population générale, c'est que le cannabis est la substance illicite la plus consommée en France. 15 millions de sujets de 12 à 75 ans ont consommé du cannabis en 2007. Il y a 4 millions de consommateurs occasionnels, 2 millions de consommateurs réguliers, 1 million de personnes, donc en population générale, on ne parle pas encore des schizophrènes, 1 million de personnes consomment du cannabis plus de 10 fois par mois, dont les adolescents. Et c'est là qu'est toute la gravité. Donc chez les adolescents, 7% des filles et 18% des garçons de 17 ans avouent avoir consommé, avouent c'est pas le mot, hein, je le retire, disent avoir consommé du cannabis plus de 10 fois par an. En sachant toute la gravité qu'il peut y avoir à cet âge-là, vous vous rappelez, maturation cérébrale et bascule vers la schizophrénie. Et il y a en France environ 1,5 million de consommateurs quotidiens. Ces données sont issues du baromètre santé 2009. Toujours en population générale, bonsoir, il n'y a pas de problème. Dans les consommateurs réguliers, 11% des jeunes
de 17 ans, une majorité dans la tranche 18-25 ans, et ensuite une diminution par tranche d'âge. Dans les consommateurs occasionnels, là aussi, majorité 18-25 ans, puis ensuite diminution par tranche d'âge. Alors il faut savoir qu'il y a un impact notable de la baisse du prix du gramme de résine ou d'herbe qui serait aujourd'hui à 5 €. Je milite pour que le cannabis soit plus cher. Un mot chez les adolescents. Il y a une très nette augmentation, si on reprend toutes les études qui ont été faites depuis 2003, une augmentation exponentielle et qui continue aujourd'hui de la consommation de cannabis entre 12 et 18 ans. 50% des garçons, 40% des filles ont expérimenté au moins une fois le cannabis. 20% des garçons et 10% des filles de 16 à 17 ans ont consommé plus de 10 fois dans l'année. Ces données sont issues d'une enquête qui a été faite dans les pays européens où il y a eu une étude sur les drogues et l'alcool dans les collèges et les lycées en 2007. Et ces données sont issues également de l'expertise cannabis INSERM 2009. Donc cette fois-ci, en ce qui concerne les patients schizophrènes, là on n'est plus en population générale, on est dans la population des patients schizophrènes. Alors les comportements addictifs sont beaucoup plus fréquents, 47% de comportements addictifs chez les schizophrènes contre 17% en population générale. Alors lorsqu'on parle de comportements addictifs, c'est drogue, alcool et toute autre substance. Ça peut être médicaments aussi, toutes les addictions confondues. Voilà comment ça se répartit. Cannabis, selon les études, j'en ai vu plusieurs, ça allait de 15 à 40%. Alcool, 17 à 51%. Les opiacés, 5 à 10%. Donc le cannabis est quand même en tête des conduites addictives chez la personne schizophrène. Et à l'inverse, la fréquence de la schizophrénie chez les sujets toxicomanes est de 11%. Donc vous voyez que ce sont des chiffres très très élevés chez les patients schizophrènes. On va voir pourquoi. Quelles sont les caractéristiques épidémiologiques des schizophrènes consommateurs? Donc là aussi, c'est une étude qui a été faite par le docteur Lacaille en 2006. Il a fait des études comparatives des sujets schizophrènes consommateurs par rapport aux sujets schizophrènes non consommateurs. Quelles sont les caractéristiques? Alors, le sujet schizophrène consommateur, c'est un sujet qui est plus jeune, de sexe masculin, qui n'est pas bien observant au traitement par antipsychotiques atypiques, qui a une plus grande fréquence de rechute, qui a plus d'hospitalisation, qui a plus de problèmes de logement et d'emploi, qui est plus impulsif et plus violent, qui est plus dépressif et plus suicidaire, qui a plus de problèmes de santé. Donc c'est un sujet qui va être plus fragile, un sujet chez qui nous devons être plus attentifs, parce qu'il a besoin de plus de soins chez les autres que les autres. Pourquoi? Alors, que nous disent ces schizophrènes? Tout d'abord, il y a plus d'hommes, il y a 3 hommes pour une femme. Ce sont des sujets qui disent être en recherche de sensations, de nouvelles expériences. Il ne faut pas négliger le caractère impulsif. C'est un sujet qui est dans le passage à l'acte. C'est ce qui en fait toute la dangerosité. Il va y avoir également des traits de personnalité antisociales, mais l'impulsivité est vraiment le noyau. Donc il va falloir être très attentif chez ces sujets-là, parce que le passage à l'acte, et ça peut être le passage à l'acte suicidaire, ne prévient pas. Alors, les effets du cannabis sur l'apparition de la schizophrénie. Donc cette étude de Dervaux m'a paru très importante. C'est une étude qui a été faite en 2004. Il existe un risque de schizophrénie chez les consommateurs de cannabis
qui est multiplié par 2,4. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Il faut le dire aux gens qui prennent du cannabis, et il y a un risque de passage à la schizophrénie qui est quand même de 2,4, donc un risque extrêmement important. Ce risque est proportionnel à la quantité de cannabis qui est consommée. Il va être multiplié par 6 lorsqu'il y a plus de 50 consommations de cannabis par an. Il va être de 8 à 13% des sujets schizophrènes qui n'auraient pas développé de schizophrénie s'ils n'avaient pas été exposés au cannabis. Donc cette étude de l'accueil de 2006 m'a paru particulièrement importante parce que ça représente quand même 10% des patients schizophrènes. Il y a eu une étude longitudinale suédoise qui a été faite chez 45 000 conscrits qui compare le risque de schizophrénie chez les consommateurs ou pas de cannabis. On sait que ce risque est de 1% dans la population, donc on regarde à combien s'élève ce risque chez les consommateurs de cannabis. Que va chercher le patient schizophrène dans la prise de cannabis? Peut-être une automédication. C'est souvent ce qui est mis en avant. Elle est rapportée dans 30% des patients schizophrènes qui nous disent consommer du cannabis. Je le prends pour me traiter. C'est peut-être aussi un moyen d'adaptation aux contraintes de la réalité extérieure. Il peut aller chercher une sensation agréable, un sentiment d'euphorie. Il peut également rechercher une socialisation, il peut éviter l'ennui. Peut-être l'image sociale, est-ce que c'est mieux d'être un consommateur de cannabis? Peut-être c'est mieux vécu qu'être un patient schizophrène. Peut-être c'est une modalité adaptative aux émotions négatives. Je ne ressens rien, je prends du cannabis. Je vous l'ai mis sous forme de questions, puisque ce sont des remarques, des questions que peuvent nous poser les patients. Pour terminer, je voudrais vous parler de l'hypothèse de vulnérabilité neurobiologique. C'est une question à laquelle je vous propose de réfléchir ensemble, je n'ai pas la réponse. Peut-être il y aurait une hyperactivité dopaminergique, peut-être les neurones à dopamine seraient plus actifs au niveau du nucléus accumbens chez les patients schizophrènes. Cette hyperactivité serait comparable à celle qui est induite par la consommation chronique chez le toxicomane non consommateur. C'est-à-dire qu'on remarque cette hyperactivité dopaminergique chez le patient schizophrène, mais aussi chez le toxicomane. Ceci constitue un facteur d'entretien aux conduites addictives. Il y aurait une altération des connexions neuronales entre le cortex préfrontal et le nucléus accumbens. En plus, ce qui viendrait se surajouter, c'est la diminution du contrôle inhibiteur du cortex préfrontal sur la consommation de substances psychoactives. C'est-à-dire que, au lieu de diminuer, il va y avoir une augmentation. On peut peut-être faire l'hypothèse d'anomalies neurobiologiques communes. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Palix. Je propose que nous regroupions toutes les questions après les interventions des deux prochaines personnes. Ainsi, nous pourrons faire une synthèse avec des questions plus pertinentes. Donc, Madame Odile Raymond va maintenant prendre la parole.